Tu es en train de perdre la guerre et tu ne t'en rends même pas compte. Il n'y a pas de bombes, pas de cris, pas de soldats. Il n'y a qu'un téléphone qui sonne toutes les 5 minutes, un agenda que tu n'as pas écrit et une voix dans ta tête qui ne sonne plus comme la tienne. C'est ainsi que l'on perd le contrôle, pas avec un coup, mais avec des milliers de petites concessions. Une opinion que tu avales, un oui que tu voulais être un non. Une idée à toi que tu laisses mourir par peur de ne pas correspondre. Et quand tu t'en rends compte, tu vis en pilote automatique, faisant ce qu'il faut, disant ce qu'on attend, pensant ce qu'on t'a appris. Veux-tu savoir ce qui est le plus dur? Personne ne le remarquera. Ils vont t'applaudir, ils vont dire que tu es normal, que tu es une bonne personne, que tu fais ce qu'il faut faire. Mais toi, à l'intérieur, tu connais la vérité, tu n'es pas aux commandes. Ce n'est pas une autre conférence de motivation bon marché. C'est un appel à la guerre la plus importante, la guerre intérieure. Celle qui se livre tous les jours dans le silence de ton esprit, dans ce que tu décides de dire et dans ce que tu oses faire. Et si tu veux gagner cette guerre, il y a 3 armes que tu ne peux jamais lâcher. Parler avec un but, penser clairement, agir avec puissance. Les stoïciens le savaient déjà il y a des siècles. Ils ne cherchaient pas la gloire, ni l'approbation, ni la motivation rapide. Ils cherchaient la liberté, mais pas celle qui vient de l'extérieur, mais celle qui se conquiert de l'intérieur. Ils comprenaient que le monde peut être un désastre, mais si ton intérieur est en ordre, tu restes ferme. Ce scénario n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui en ont assez de se sentir faibles, confus, éteints. Il est pour ceux qui veulent retrouver ce qu'ils n'auraient jamais dû perdre, leur pouvoir personnel. Tout au long de ce chemin, nous allons traverser 8 leçons. Chacune est une provocation, un outil, une coupure nette à la médiocrité. Ce ne sont pas de belles idées, ce sont des règles pour vivre avec intention. Et si tu les appliques, tu ne vas pas seulement changer ta façon de penser, tu vas reprendre le contrôle de ta vie. On va commencer. Mais avant, pose-toi une seule question. Es-tu vraiment prêt à te battre pour toi-même? 1. Ne nourris pas ton esprit comme s'il ne valait rien. Ton esprit est comme un cheval sauvage, puissant, rapide, avec un potentiel que tu n'imagines pas, mais aussi dangereux si tu le nourris avec des déchets. Donne-lui de la nourriture pourrie, et non seulement il tombe malade, il te jette au sol, te traîne, te fait croire que tu ne peux plus remonter. La plupart des gens passent leur vie sans se rendre compte de cela. Ils pensent qu'ils peuvent consommer n'importe quoi et continuer à penser clairement. Mais c'est une illusion. Ce que tu laisses entrer dans ton esprit le façonne. Il le renforce ou l'affaiblit. Il l'aiguise ou l'émousse. Il le réveille ou l'endort. Chaque pensée, chaque image, chaque mot que tu acceptes sans filtre est comme une graine qui prend racine en toi. Si tu ne choisis pas consciemment ce que tu consommes, d'autres le feront pour toi. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes entourés de bruits déguisés en information, des nouvelles conçues pour altérer tes émotions, des réseaux sociaux conçus pour te voler ton attention, des conversations vides qui ne t'apportent rien, mais que tu consommes quand même parce qu'il faut être informé ou parce que tout le monde le fait. Et plus tu acceptes cela sans le remettre en question, plus cela devient ta normalité. Tu nourris ton esprit comme si cela n'avait pas d'importance, comme si ce n'était pas le noyau de tout ce que tu es. Mais c'est le cas. Ce que tu crois, ce que tu dis, ce que tu fais, tout commence par ce que tu penses. Et ce que tu penses est directement lié à ce que tu consommes. Les stoïciens étaient obsédés par cela. Ils savaient qu'un esprit faible se trahit lui-même. C'est pourquoi ils cultivaient la lecture, le silence, l'observation profonde. Ils ne laissaient pas n'importe quoi entrer en eux. Parce qu'ils savaient que le prix d'un esprit contaminé est une vie hors de contrôle. Et cela ne se remarque pas dans les grandes tragédies. Cela se remarque dans le subtil.
Tu réagis sans penser. Tu dis ce que tu ne voulais pas. Tu te distrais quand tu as le plus besoin de te concentrer. Tu es paralysé devant des décisions que tu devrais prendre avec fermeté. Il ne s'agit pas de devenir un fanatique qui ne voit rien, n'écoute rien, ne parle à personne. Il s'agit d'être sélectif, de filtrer, de se rappeler que ton esprit n'est pas une poubelle où n'importe qui peut lancer son opinion, sa haine, sa frustration. Il est à toi. Et si tu en prends soin, il te transforme en quelqu'un d'insurmontable. Mais si tu le laisses ouvert à n'importe quoi, il devient ton pire ennemi. La prochaine fois que tu ouvres un réseau social, que tu mets une série, que tu entres dans une discussion, demande-toi, est-ce que cela nourrit mon esprit ou l'intoxique? Est-ce que cela me rend plus clair, plus fort, plus maître de moi? Si la réponse est non, tu dois apprendre à fermer la porte, non par arrogance, par respect pour toi. Parce qu'un esprit puissant ne se forme pas avec de beaux discours, mais avec une discipline brutale sur ce que tu laisses entrer. Les déchets mentaux coûtent cher. Ils te prennent de l'énergie, te prennent la direction, te prennent le contrôle. Celui qui reconquiert son pouvoir personnel commence par là. Parce que personne ne peut penser clairement si sa tête est pleine de déchets. Personne ne peut agir avec force si son esprit est un champ de bataille d'idées sans sens. Et personne ne peut parler avec un but si tout ce qu'il a à l'intérieur est ce qu'il a entendu répéter par d'autres. Nourris ton esprit comme s'il était la chose la plus précieuse que tu possèdes, parce que c'est le cas. Ce que tu sèmes aujourd'hui à l'intérieur sera ce que tu récolteras demain dans ta vie. 2. Mets ton esprit au régime, moins de bruit, plus de sagesse. Ton esprit est comme une pièce avec des murs de verre. Tout ce que tu laisses entrer se reflète, s'amplifie, rebondit encore et encore, jusqu'à remplir chaque coin. Et si tu ne contrôles pas ce qui entre, cet espace qui devrait être propre, serein et concentré, devient un marché bruyant, plein de voix étrangères, d'opinions inutiles et de pensées qui ne t'appartiennent pas. Tu veux penser clairement, mais tout est saturé. Tu te sens épuisé, mais tu n'as rien fait de physique. Tu ne sais pas pourquoi tu es frustré, pourquoi tu as du mal à te concentrer, pourquoi tu as l'impression de ne pas avancer. La réponse est là, dans ce bruit invisible que tu laisses passer comme si cela n'avait pas d'importance. Le bruit ne crie pas toujours. Parfois, il arrive déguisé en divertissement, en inquiétude, en nouvelles, en conversations qui semblent importantes, mais ne le sont pas. Tu accumules de l'information comme si plus tu en savais, plus tu étais préparé, mais en réalité, tu ne fais que remplir ta tête de poids supplémentaires. À force d'absorber sans filtrer, tu oublies ce qu'est le silence. Tu oublies que penser clairement n'est pas avoir plus de données, mais avoir de l'espace pour discerner, pour connecter, pour voir l'essentiel. Les stoïciens savaient qu'un esprit bruyant est un esprit faible. C'est pourquoi ils valorisaient tant le recueillement, le contrôle interne, le filtre constant. Épictète disait que tout ce que nous entendons ne doit pas rester avec nous. Ce qui n'ajoute pas, encombre. Ce qui n'édifie pas, détruit. Une tête saturée est comme un corps gonflé de malbouffe, lent, maladroit, sans énergie. Et si nous le comprenons avec le corps, pourquoi ne le comprenons-nous pas avec l'esprit? Mets ton esprit au régime. Je ne parle pas d'ignorer tout, ni de t'enfermer dans une bulle. Je parle d'entraîner ton attention comme une sentinelle, ferme, éveillée, sélective. Tu dois commencer à te demander ce qui vaut la peine d'être laissé entrer. Tout ce qui brille n'informe pas. Tout ce qui sonne fort n'est pas important. Commence par réduire l'inutile, la surexposition au réseau, les nouvelles qui ne font que répéter les malheurs, les conversations qui tournent en rond sans solution. Fais de la place, parce que ce n'est que lorsqu'il y a de l'espace que l'essentiel peut entrer. Et c'est l'autre côté du régime. Il ne s'agit pas seulement de retirer, mais de nourrir. Remplis ton esprit de sagesse, pas d'opinion, d'idées profondes, pas de cris vides. Lis ceux qui ont vécu avant toi et qui ont laissé des cartes. Écoute ceux qui parlent à partir de l'expérience, pas de la mode. Réfléchis avant de répéter, questionne avant de croire. Et surtout, crée des pauses réelles, des minutes
où tu n'es pas en train de réagir, mais d'observer. Des moments où tu écoutes le silence et comprends ce que ton esprit dit vraiment quand il n'est pas surchargé. Penser clairement est une forme de pouvoir, et comme tout pouvoir, il ne s'obtient pas sans discipline. Il faut que tu résistes à la facilité, que tu choisisses la profondeur, que tu te retires du bruit, même si tu as l'impression de manquer quelque chose. En réalité, tu te retrouves. Parce que moins tu permets de bruit, plus ta propre voix se fait entendre. Celui qui veut reconquérir le contrôle personnel doit apprendre à filtrer sans culpabilité. Il doit comprendre que vivre en étant surstimulé, c'est vivre fragmenté. Si tu veux être maître de ton esprit, commence par le mettre au régime. Nettoie le chaos, ferme les portes, élimine le superficiel et laisse la sagesse avoir l'espace dont elle a besoin pour grandir. 3. Une idée par jour où la distraction te dévore. Imagine que ton esprit est un terrain fertile. Chaque jour, il se réveille prêt à recevoir une seule graine, une idée claire qui prendra racine, grandira et portera des fruits si tu la cultives. Mais si tu ne sèmes rien toi-même, d'autres le feront pour toi. Et ils ne le feront pas intentionnellement, ils le feront avec des déchets, des opinions sans valeur, des scandales sans contexte, des émotions recyclées, des idées médiocres. Au lieu d'un jardin, ce qui se forme est un marais. Et dans ce terrain inondé de distractions, rien ne fleurit. Car l'esprit, lorsqu'il n'a pas de direction, devient une cible facile pour tout ce qui cherche à te voler ton attention. Aujourd'hui, nous sommes plus informés que jamais, mais plus confus que jamais. Nous naviguons entre des milliers de contenus, mais nous ne retenons rien. Nous sautons de sujet en sujet comme si le savoir était un divertissement. Et pendant ce temps, l'attention se fragmente, la volonté s'épuise et la clarté disparaît. Les gens pensent qu'ils ont le contrôle parce qu'ils ont accès à tout, mais en réalité, ils l'ont perdu parce qu'ils ne savent plus quoi chercher. Si tu ne décides pas quelle idée mérite ton énergie, tout le reste la prendra par défaut. Les stoïciens ne lisaient pas pour lire. Ils ne pensaient pas pour penser. Ils ne parlaient pas pour combler les silences. Leur pratique était quotidienne, concrète, dirigée, une idée, une réflexion, une phrase puissante qui guidait leur journée, qui les aidait à se corriger, à s'observer, à vivre avec intention. Ils n'avaient pas besoin de 10 livres par mois, ils avaient besoin d'une seule vérité bien comprise et bien appliquée. Et c'est quelque chose que nous avons oublié. La profondeur l'emporte sur la quantité. Une seule idée forte peut te changer si tu lui donnes de l'espace. Mais aucune ne peut le faire si tu sautes d'une distraction à une autre toutes les 5 minutes. Avoir une idée par jour n'est pas un défi intellectuel, c'est un acte de résistance. C'est mettre une ancre au milieu du chaos. C'est dire au monde, aujourd'hui, je vais penser à ça, et tout le reste peut attendre. Cela peut être une phrase que tu as lue, une leçon que tu as vécue, une décision que tu dois prendre. Peu importe d'où elle vient, ce qui compte, c'est que tu la soutiennes, que tu la regardes en face, que tu la travailles comme celui qui aiguise une arme. Parce que c'est ce que c'est, un outil pour te maintenir éveillé pendant que les autres vivent endormis. La distraction te vole l'âme en silence. Ça ne fait pas mal, ça ne brûle pas, ça ne se voit pas, ça arrive juste. Et quand tu t'en rends compte, des jours, des semaines, des mois sont passés. Tu ne te souviens pas de ce que tu as appris, ni de ce que tu as pensé, ni de ce en quoi tu as cru. Tu sais juste que tu as été occupé. Plein de mouvements mais vide de direction. Une idée par jour est une bouée de sauvetage. C'est un acte de contrôle. C'est choisir consciemment sur quoi tu vas te concentrer pour ne pas laisser l'environnement décider pour toi. Fais-le simple. Au réveil, choisis une idée qui t'accompagnera. Écris-la, répète-la, construis-lui un espace. Peu importe si elle semble petite, ce qui compte, c'est ce que tu fais avec elle. Le problème n'est pas de ne pas avoir d'idées, le problème est que nous ne leur donnons pas le temps ni l'attention qu'elles méritent. Un esprit concentré sur une seule idée peut transformer une vie. Un esprit dispersé en 1000 choses ne peut rien transformer. Celui qui veut reconquérir son contrôle personnel doit apprendre à choisir avec force à quoi penser.
car chaque jour qui passe sans une idée qui te guide est un jour gagné par la distraction. Et dans cette vie, où tu diriges ton esprit, où ton esprit devient une décharge de tout ce que le monde lance sans filtre. Une idée par jour, c'est ton outil, c'est ton bouclier. 4. Réserve un bloc de pouvoir, où la journée te submerge. Ta journée est comme un fleuve tumultueux. Si tu ne construis pas un barrage solide dès le début, le courant t'emporte. Tu te réveilles, tu consultes ton téléphone, tu réponds aux messages, tu vois ce que font les autres et sans t'en rendre compte, tu n'es plus là où tu voulais être. Tu es là où on t'a poussé. Et cela se répète encore et encore. Des journées où tu n'as rien dirigé. Tu as juste réagi. Tu t'es laissé emporter par des urgences extérieures, des tâches mal priorisées, des distractions déguisées en productivité. Et à la fin de la journée, la fatigue arrive, mais pas parce que tu as fait ce qui compte, mais parce que tu t'es laissé emporter. Si tu veux vraiment prendre le contrôle personnel, tu dois créer de l'espace pour penser, agir et construire à partir de ton centre. Tu as besoin d'un bloc de pouvoir, un temps réservé rien que pour toi. Pas pour les réseaux, pas pour les mails, pas pour éteindre des feux, pour toi, pour créer, pour planifier, pour faire ce qui fait vraiment bouger ta vie. Parce que si tu ne le fais pas, le monde le fera pour toi. Il y a toujours quelque chose d'urgent qui attend. Il y a toujours quelqu'un qui a besoin de quelque chose. Il y a toujours du bruit. Mais l'urgent n'est pas toujours l'important. Et ce que les autres attendent de toi ne construit pas toujours ce que tu veux être. Ce bloc n'a pas besoin de durer des heures. Il n'a pas besoin d'être parfait, ni rempli de rituels sophistiqués. L'important est qu'il soit intouchable. Il peut s'agir d'une demi-heure le matin, d'une heure l'après-midi, de 20 minutes avant de dormir. Peu importe quand, l'important est qu'il existe et que pendant ce temps, tu sois en mode créateur, pas en mode réactif. Que tu utilises cet espace pour te concentrer sur l'essentiel, lire, écrire, penser, planifier, exécuter quelque chose de clé, ce que tu sais qui te rapproche de qui tu veux être, mais que tu laisses toujours pour plus tard parce que la journée se complique. Les stoïciens n'attendaient pas d'avoir un jour de congé pour réfléchir. Ils ne laissaient pas leur croissance au hasard. Ils utilisaient chaque moment disponible pour renforcer leur caractère. Marc Aurèle écrivait dans son journal avant de faire face aux problèmes de l'Empire. Non pas parce qu'il avait du temps, mais parce qu'il comprenait que sans clarté interne, tout le reste devient confus. Épictète enseignait que si tu n'as pas un moment quotidien pour toi, alors tu n'as pas une vie. Tu vis simplement celle des autres. Et il ne s'agit pas d'égoïsme, il s'agit d'ordre, de prioriser ce qui soutient vraiment ton esprit, ton énergie et ta vision. Ce bloc de pouvoir est ta base. C'est le moment où tu plantes tes décisions les plus fermes, où tu te vides du bruit et te remplis de direction. Si ce moment n'existe pas, le chaos gagne toujours, parce que le monde est conçu pour t'interrompre, pour te diviser, pour te faire oublier qui tu es et ce que tu veux. Fais-en une habitude. Défends-le avec tout. Éteins le téléphone. Ferme la porte. Fais taire le monde. Et même si tout crie, reste ferme. Parce que dans cet espace, tu ne te renforces pas seulement, tu te rappelles aussi. C'est là que tu reprends les rênes avant que la journée ne te les arrache. Celui qui n'a pas de bloc de pouvoir vit à la merci de son environnement. Il réagit, improvise, se frustre. Mais celui qui en a un devient une force difficile à déplacer. Non pas parce qu'il contrôle tout, mais parce qu'il contrôle l'essentiel, son focus. Ton temps est limité, et ce que tu fais avec les premières minutes détermine la qualité du reste de la journée. Ne donne pas ton énergie la plus précieuse au hasard. Ne laisse pas le bruit te voler les premières heures. Réserve ce bloc, protège-le, parce que c'est le moment où se forge le contrôle personnel. Le reste n'est que réaction. 5. Apprends à te taire quand tu n'as rien de réel à dire. Parler sans réfléchir, c'est comme tirer des flèches au hasard au milieu d'une foule. Peut-être que tu ne visais personne, mais cela n'empêche pas le dommage. Les mots ont du poids, une direction et un impact. Chaque chose qui sort de ta bouche laisse une trace, pour le meilleur ou pour le pire.
Mais la plupart des gens parlent comme si cela n'avait pas d'importance, comme si dire quelque chose, n'importe quoi, était toujours mieux que de garder le silence. Et c'est là que commence l'érosion. Parce que parler sans but non seulement pollue l'atmosphère, mais affaiblit aussi ta présence, ton respect et ta clarté. Nous vivons à une époque où tout le monde a une opinion sur tout, où le silence est confondu avec la faiblesse, et où paraître intelligent est plus important que de penser en profondeur. Il y a une pression constante pour répondre rapidement, pour participer à tout, pour dire quelque chose même si cela n'a pas de substance. Mais la vérité est que plus tu parles sans sens, plus tes mots se vident. Tu perds de la force, tu perds du respect, et surtout, tu perds le contrôle. Les stoïciens valorisaient le silence comme un outil de pouvoir. Ce n'était pas de la timidité, ce n'était pas de l'évasion, c'était une stratégie. Ils se taisaient non pas parce qu'ils n'avaient rien à dire, mais parce qu'ils savaient quand il valait la peine de parler. Ils comprenaient que les mots sont des actes et que chaque acte a des conséquences. Dire moins, mais avec vérité, clarté et intention, était une façon de marquer sa présence sans avoir besoin de crier. C'était une façon de vivre avec dignité, pas avec anxiété. Se taire n'est pas se taire pour toujours, c'est apprendre à choisir. Choisir quand parler et quand ne pas le faire. Choisir si ce que tu vas dire construit ou ne fait que remplir le vide. Choisir si tu le fais par nécessité ou par impulsion. Parce que souvent, nous ne parlons pas parce que nous avons quelque chose à apporter, mais parce que nous voulons éviter le silence, ou parce que nous ressentons le besoin de justifier, d'impressionner ou de nous défendre. Mais quand tu apprends à résister à cette impulsion, tu découvres quelque chose de puissant. Le silence te donne du pouvoir. Le silence filtre. Le silence te permet d'observer, d'analyser et de répondre avec précision quand c'est vraiment nécessaire. Tu n'as pas besoin d'être dans toutes les conversations. Tu n'as pas besoin d'avoir une opinion sur tout. Tu n'as pas besoin d'expliquer ta vie. Il y a des moments où le véritable contrôle est de fermer la bouche, de garder le regard ferme et de laisser le silence parler pour toi. Parce que celui qui sait se taire écoute plus. Et celui qui écoute plus comprend mieux. Et celui qui comprend mieux agit avec plus de force. Le bruit n'est pas seulement à l'extérieur, nous le générons aussi avec nos propres mots mal gérés. Chaque fois que tu dis quelque chose par habitude, par anxiété ou pour remplir l'espace, tu cèdes du pouvoir. Tu laisses la réactivité remplacer l'intention. Tu affaiblis le muscle de l'autocontrôle, qui est l'un des piliers de la maîtrise de soi. Parce que maîtriser ce que tu dis, c'est maîtriser ce que tu penses, et c'est ce qui te permet de vivre avec direction. Il y a de la force dans le silence bien utilisé, il y a de la clarté dans la pause, il y a du respect dans le choix conscient des mots. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de froid, distant ou inaccessible. Il s'agit de transformer chaque mot en un outil et non en un déchet. Et cela n'est possible que lorsque tu apprends à te taire, non par peur, mais par respect pour toi-même et pour la valeur de ce que tu dis. Celui qui veut reconquérir le contrôle personnel ne se mesure pas seulement à ce qu'il dit, mais aussi à ce qu'il choisit de ne pas dire. Parce que dans un monde qui ne cesse de parler, le silence bien utilisé devient un acte de pouvoir. Apprends à te taire quand tu n'as rien de réel à dire. Ta voix gagnera plus de poids. Ta présence deviendra plus forte. Et tu redeviendras celui qui décide quand, comment et pourquoi parler. 6. Ne gaspille pas d'énergie en futilité. Automatise l'anodin. Ton énergie quotidienne est comme une batterie de haute précision. Elle n'est pas infinie. Elle ne se recharge pas toute seule. Et chaque petite décision que tu prends, chaque doute inutile, chaque interruption sans sens, draine cette batterie sans que tu t'en rendes compte. Le pire, c'est que tu ne la dépenses pas pour ce qui est important. Tu ne la dépenses pas pour tes idées, pour tes objectifs, pour ta croissance. Tu la laisses s'échapper dans des détails minimes, des décisions répétitives et des routines que tu aurais pu résoudre il y a longtemps. Et le plus grave, c'est que tu t'habitues à vivre avec cette fuite constante.
Il te semble normal de terminer la journée épuisé, sans avoir fait quoi que ce soit de vraiment valable, simplement parce que tu as été occupé par 1000 choses qui ne changent pas du tout ta vie. L'esprit n'est pas conçu pour décider de tout à chaque instant. Si tu utilises ta capacité de décision pour choisir quoi porter, quoi prendre au petit déjeuner, par où aller, quoi répondre à chaque message, tu gaspilles des ressources mentales que tu devrais réserver pour des décisions importantes. C'est comme si tu avais un réservoir limité de concentration et que tu le jettes à la poubelle dès le début de la journée. Et quand tu as vraiment besoin de penser clairement ou d'agir avec force, tu es déjà épuisé, sans énergie, sans direction. Les stoïciens comprenaient la valeur de la simplicité, vivre avec moins, décider plus rapidement, éliminer l'inutile. Non pas parce qu'ils méprisaient le monde, mais parce qu'ils savaient que chaque distraction qui te vole ton attention t'éloigne de toi-même. Ils ne pouvaient pas contrôler le chaos extérieur, mais ils pouvaient contrôler ce qu'ils faisaient de leur temps, de leur concentration et de leur énergie. Et c'est la leçon que nous devons appliquer aujourd'hui, plus que jamais. Automatiser ne signifie pas devenir une machine. C'est libérer ton esprit pour qu'il puisse se consacrer à ce qui compte vraiment. C'est structurer l'anodin pour qu'il n'interrompe pas l'essentiel. Conçois des routines claires. Établis des horaires stricts. Définis tes priorités la veille. Crée des habitudes qui réduisent au minimum l'effort mental dans les tâches répétitives. Ne perds pas une demi-heure à réfléchir à quoi porter si tu peux avoir un système. Ne gaspille pas 20 minutes à décider par où commencer si tu peux avoir une liste claire. Tout cela s'additionne. Tout cela a un impact, et si tu ne l'organises pas, cela devient du bruit qui bloque ton progrès. Les gens pensent qu'ils ont besoin de plus de motivation, mais ce dont ils ont vraiment besoin, c'est de moins de friction. Chaque fois que quelque chose te demande plus d'énergie que nécessaire, tu affaiblis ta volonté. Et quand tu le fais tous les jours, tu finis par croire que tu ne peux pas te concentrer, que tu n'as pas de discipline, qu'il te manque quelque chose. Mais ce n'est pas vrai. Ce qui te manque, c'est de la structure. Ce qui te manque, c'est de la stratégie. Ce n'est pas de la force qu'il faut pour gagner la journée, c'est de l'intelligence pour ne pas la gaspiller. Celui qui veut reconquérir le contrôle personnel doit être brutalement honnête avec lui-même. Où gaspilles-tu ton énergie? Combien de décisions sans importance te volent du temps chaque jour? Combien d'habitudes pourrais-tu automatiser pour retrouver de la clarté? Il ne s'agit pas de t'obséder avec le contrôle, mais de construire une base solide pour que le chaos ne te consume pas. Parce que si tu ne décides pas comment utiliser tes ressources, le monde les utilisera pour toi. Et crois-moi, le monde ne pensera pas à ton bien-être. Crée des systèmes, établis des routines, simplifie l'inutile. Ton esprit n'est pas fait pour décider 20 fois la même chose. Il est fait pour créer, pour construire, pour avancer. Automatise l'anodin. Protège ton énergie comme si c'était de l'or, parce que c'est le cas. 7. Scanne ton environnement. Coupe ce qui t'éteint. Imagine que tu es une torche allumée. Ton feu représente ton énergie, ta concentration, ton ambition, ta clarté. Mais si tu es entouré de vent, d'humidité ou de personnes qui te soufflent dessus tout le temps, ta flamme ne reste pas stable. Elle vacille, s'affaiblit et avec le temps, s'éteint. Il en va de même pour ton environnement. Tu peux avoir des objectifs clairs, des habitudes disciplinées et une mentalité forte, mais si tu es entouré de facteurs qui te drainent constamment, tu ne vas jamais avancer comme tu le devrais. Et le pire, c'est que souvent tu ne t'en rends même pas compte. Tu t'habitues à cet environnement qui te freine, tu le normalises, tu le justifies. Jusqu'au jour où tu te demandes pourquoi tu es bloqué, pourquoi tu as l'impression de ne plus avoir l'étincelle qui te motivait auparavant. Ton environnement n'influence pas seulement, il te façonne. Les personnes avec qui tu parles, les lieux où tu passes ton temps, les objets que tu as à vue, tout cela te parle, tout le temps. Cela te pousse en avant ou te fait sombrer peu à peu. C'est pourquoi, si tu veux vraiment reconquérir ton pouvoir personnel, tu dois scanner ton environnement comme si tu étais un gardien dans ta propre forteresse. Identifie ce qui nourrit ton feu et ce qui l'éteint.
et aie le courage de faire quelque chose à ce sujet. Les stoïciens parlaient d'être imperturbable, de garder son calme au milieu du chaos. Mais ne confonds pas cela avec le fait de rester là où tout te fait du mal, comme si c'était une épreuve de résistance. La force mentale ne consiste pas à supporter ce qui t'éteint, mais à avoir la lucidité et la force de couper ce qui n'ajoute rien. Il y a des personnes qui se nourrissent de ton insécurité, qui se plaignent constamment, qui ne savent parler que de ce qui va mal et qui ne veulent rien changer. Il y a des espaces qui te gardent coincé dans des routines vides, qui te volent du temps et t'offrent du confort en échange de progrès. Il y a de petites habitudes dans ton environnement qui, si tu ne les surveilles pas, finissent par te drainer sans que tu t'en rendes compte. Il ne s'agit pas de devenir froid ou radical, il s'agit d'assumer ta responsabilité, parce que ton environnement ne change pas tout seul, et si tu ne le mets pas en ordre, tu t'adaptes. Et si tu t'adaptes, tu t'éteins. Fais un bilan sans excuse. Regarde honnêtement qui t'entoure. Demande-toi si ces personnes t'élèvent ou te tirent vers le bas. Observe les lieux que tu fréquentes. Évalue s'ils t'inspirent ou s'ils ne te servent qu'à t'échapper. Regarde ton espace physique, ton bureau, ta chambre, ton téléphone. Est-ce qu'ils te poussent à grandir ou t'invitent-ils à rester le même? N'attends pas que tout soit parfait. Commence parce que tu peux changer aujourd'hui. Éloigne-toi de ceux qui n'apportent que du drame. Réduis le temps avec les personnes qui ne respectent pas ton processus. Élimine les objets que tu n'utilises pas, mais qui occupent de l'espace mental. Nettoie ton environnement de distractions visuelles et émotionnelles. Entoure-toi de stimuli qui te rappellent ce que tu veux construire, pas ce que tu as déjà laissé derrière. Ton feu a besoin d'oxygène, de direction et de protection. Et cela ne peut être réalisé que lorsque tu fais de l'environnement un allié, pas un obstacle. Parce que aussi fort que tu sois à l'intérieur, si tout autour de toi conspire pour t'affaiblir, tôt ou tard, il y parvient. Scanne ton environnement avec froideur. Coupe ce qui t'éteint sans remords. Et fais de la place pour ce qui t'allume. Non pas par ego, non pas par caprice, mais parce que tu ne peux pas te permettre de vivre avec une âme à moitié. 8. Embrasse ta singularité. Grandis là où les autres s'arrêtent. Pense à une fissure dans la roche. Pour beaucoup, c'est une imperfection, un défaut, quelque chose qui brise l'uniformité de la surface. Mais il y a des plantes qui ne peuvent pousser que là, dans ces fissures, où personne ne s'attend à ce que quoi que ce soit fleurisse. Elles ne le font pas malgré la fissure, mais grâce à elles. Ta singularité fonctionne de la même manière. Ce qui te rend différent, ce que les autres ne comprennent pas, ce qui ne rentre pas dans les moules traditionnels, n'est pas une faiblesse. C'est ton point de départ. C'est ton terrain fertile. Mais si tu le caches, si tu le coupes, si tu essaies d'être comme les autres, tu tues la partie de toi qui a le plus de potentiel. La plupart des gens cherchent à s'intégrer. Ils veulent ressembler, s'adapter, passer inaperçus pour ne pas déranger. Ils suivent ce qui est à la mode, imitent ce qui fonctionne, copient ce que les autres applaudissent. Mais cela a un prix, le prix de renoncer à ce qui les rend vraiment uniques. Et personne ne peut avoir le contrôle personnel s'il vit pour satisfaire les attentes externes. Être authentique n'est pas seulement un choix esthétique, c'est une décision stratégique, parce que ce qui te rend différent est aussi ce qui peut te mener plus loin si tu l'utilises bien. Les stoïciens enseignaient que vivre selon ta nature est la base d'une bonne vie. Et ta nature n'est pas une copie. Ce n'est pas ce que tu as vu sur les réseaux sociaux, ni ce qu'on t'a dit que tu devrais être. C'est ce qui vibre en toi quand tu es silencieux. C'est ce que tu fais bien sans effort, ce que tu penses même quand tu ne veux pas, ce qui te motive quand tout le reste perd son sens. Il ne s'agit pas d'être excentrique pour attirer l'attention. Il s'agit d'avoir le courage de suivre ton propre chemin, même si personne d'autre ne le comprend. Ta singularité est ton signal. C'est la marque qui te distingue au milieu du générique. Et quand tu la rejettes par peur du jugement, tu deviens plus faible. Non pas parce que tu es moins capable, mais parce que tu te bats contre toi-même. En revanche, lorsque tu l'embrasses,
Lorsque tu arrêtes de la cacher et que tu la mets au service de ta croissance, quelque chose de puissant se produit. Tu commences à construire là où les autres ne font qu'imiter. Tu commences à avancer là où les autres s'arrêtent. Tu deviens inimitable, solide, libre. Il y aura ceux qui ne comprendront pas ta façon de penser, ton style de vie, tes décisions, peu importe. Tu n'as pas besoin de l'approbation du monde, tu as besoin du respect de toi-même qui n'arrive que lorsque tu oses être qui tu es vraiment. Parce que rien ne consomme plus d'énergie que de faire semblant, et rien ne donne plus de force que de vivre en accord avec ton essence. Celui qui veut reconquérir le contrôle personnel doit arrêter de se cacher. Tu ne peux pas construire de pouvoir si tu es déguisé. Tu ne peux pas vivre avec intention si tu édites chaque partie de toi pour que les autres l'acceptent. Embrasse ta singularité, non pas comme un ornement, mais comme une source de direction. Grandis là où les autres ont peur, avance là où les autres abandonnent, et deviens cette exception qui n'a pas besoin de s'intégrer, parce qu'elle a déjà compris que sa valeur réside précisément dans le fait de ne ressembler à personne.